Chapitre 5. Le Carnatic avait quitté Hong Kong le 7 novembre à 8 heures du soir. 2 cabines à l'arrière restaient vides. Celle qui avait été gardée pour Mr. Fogg et Mrs. Aouda. Le matin du 8, les marins pouvaient voir sur le bateau un voyageur qui marchait encore difficilement, comme un homme mal réveillé. C'était Passepartout lui-même. Voilà ce qui était arrivé. Fix avait laissé Passepartout endormi. 3 heures plus tard, le pauvre garçon s'est quand même levé et avec beaucoup de peine, il est sorti de la salle. Il était très malade. Au bout de quelques pas, il est tombé dans la rue. Là, des agents de police qui passaient l'ont ramassé. Ils ont vu que c'était un étranger. Ils ont cherché dans ses poches pour regarder ses papiers d'identité. Ainsi, ils ont trouvé des billets de bateau. Ils ont décidé de porter le malheureux au port et de le remettre aux hommes du Carnatic. Les marins, qui ont l'habitude de ces sortes de choses, ont installé Passepartout dans sa cabine où il s'est réveillé le matin à 50 000 marins des côtes de la Chine. Voilà pourquoi, après une nuit de sommeil, il a encore très mal à la tête et se rappelle difficilement ce qui s'est passé. « Je crois que j'ai bu ou que j'ai mangé quelque chose de mauvais, » se dit-il. « Que va dire Mr. Fogg ? De toute façon, je n'ai pas manqué le bateau. C'est le plus important. » Puis, il pense à Fix. « Oh, celui-là, j'espère bien que nous ne le verrons plus et qu'il n'a pas osé nous suivre sur le Carnatic. » Un policier envoyé pour arrêter Mr. Fogg. Allons donc, mon maître ne peut pas être un voleur. C'est une histoire qui ne tient pas debout. Passepartout se demande s'il doit raconter tout cela à Phileas Fogg. Ne fera-t-il pas mieux d'attendre l'arrivée à Londres pour lui dire qu'un agent de la police anglaise l'a suivi autour du monde et pour en rire avec lui? Oui, bien sûr. Maintenant, Passepartout est surtout pressé de retrouver son maître. Il va donc le chercher vers l'arrière du bateau. Il voit plusieurs voyageurs, mais aucun ne ressemble ni à Phileas Fogg, ni à Mrs. Aouda. « Bon, » se dit-il, « notre jeune dame est encore couchée à 7 heures, et Mr. Fogg est sans doute en train de jouer aux cartes comme c'est son habitude. » Passepartout traverse toutes les salles. Il questionne les employés qu'il rencontre. Il finit ainsi par apprendre que les 2 cabines louées au nom de Phileas Fogg sont restées vides. Alors, il comprend. Il se rappelle que l'heure du départ du Carnatic a été changée et qu'il devait prévenir son maître. Il ne l'a pas fait. Fix a réussi à l'en empêcher. « Ah !» crie Passepartout en se frappant le front de colère. « J'ai été bien bête.
Comment est-ce que Mr. Fogg va faire pour continuer son tour du monde? Et moi, qu'est-ce que je vais devenir? Je serai seul, sans argent, dans un pays où je ne connaîtrai pas la langue. Pour le moment, sa place est payée sur le bateau. Il a donc 5 ou 6 jours devant lui. On ne pourrait pas dire tout ce qu'il a mangé et bu pendant ce voyage. Il mange autant que 3 personnes, en prenant sa part, celle de son maître et celle de Mrs. Aouda. Il a bien peur qu'au Japon, il n'y ait plus pour lui ni bon repas, ni bon sommeil. Le 13, le Carnatic vient se ranger au quai de Yokohama. Et Passepartout met le pied, sans grand plaisir, sur cette terre des fils du soleil. Que peut-il faire? Il va se promener dans les rues. Quand la nuit vient, il retourne vers le port et il se couche contre un mur. Le matin, à son réveil, sa première idée est de chercher du travail sur un bateau prêt à partir pour l'Amérique. Il peut faire la cuisine ou servir à table. Il ne demandera pas à être payé. L'important, pour lui, c'est d'avoir à manger et surtout de traverser ces 4700 milles marins de Yokohama à San Francisco. Il va donc demander à plusieurs patrons de bateaux s'ils ont besoin d'un employé. Tous lui répondent que non. Vers midi, Passepartout voudrait bien gagner quelques pièces de monnaie pour acheter son déjeuner. Il offre alors aux voyageurs de porter leurs valises et de décharger leurs paquets. Il travaille ainsi pendant un certain temps. Tout à coup, il laisse tomber par terre ce qu'il tient et il se met à courir comme un fou derrière un homme qui passe. Il le prend par la veste, le retourne et, sans dire un mot, lui lance son poing dans la figure avec une force de bœuf. Passepartout a reconnu son ennemi Fix au milieu des gens qui vont et viennent sur le quai. Bien content de pouvoir enfin vider sur lui toute sa colère, il l'écrase sous les coups. Quand Passepartout a fini de frapper, Fix se relève. « Est-ce fini ?»« Oui, pour aujourd'hui. Mais si je vous revois encore une fois, je recommencerai. »« Nous verrons. Vous êtes très en colère, et je comprends bien vos raisons. Maintenant, écoutez-moi. Jusqu'ici, j'étais l'ennemi de Mr. Fogg. Depuis notre arrivée à Yokohama, les choses ont changé. J'ai décidé d'aider votre maître par tous les moyens. Ah, vous avez enfin compris que vous aviez tort et que Mr. Fogg est un homme juste et bon. Non, pas du tout. Je crois toujours que c'est un voleur. Quand nous passions dans des villes où il y avait une police anglaise, j'attendais un ordre de mes chefs pour pouvoir prendre Mr. Fogg et le mettre en prison. Cet ordre, je l'ai enfin. Je viens de le recevoir ici ce matin. Trop tard. Trop tard pour moi,
parce que nous sommes dans un pays étranger et que je ne peux plus rien faire. Votre maître dit qu'il veut rentrer en Angleterre. Il ment peut-être, mais s'il dit la vérité, alors vous comprenez que je suis aussi pressé que lui d'arriver à Londres. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai tout fait pour gêner votre voyage. À partir de maintenant, c'est le contraire. Je vais m'efforcer de le rendre facile et rapide. Venez avec moi et dépêchez-vous. Vous retrouverez Mr. Fogg et Mrs. Aouda sur le bateau Général Grant. Passepartout est bien heureux de retrouver son maître. En le voyant, il se jette à ses pieds. Phileas Fogg dit seulement « Vous ici? C'est bien. Allez vous laver, mon garçon. Changez de vêtements. » On devine ce qui s'est passé il y a quelques jours devant le port de Shanghai. Les hommes du général Grant ont entendu le coup de canon tiré du Tankadère, et le commandant a vu le pavillon de détresse. Il a donné l'ordre à ses marins de tourner doucement et de venir près du petit bateau qui appelait à l'aide. Une échelle de corde a été jetée. Phileas Fogg a payé à John Bunsby la somme d'argent promise. Il a aidé Mrs. Aouda à monter pendant que Fix s'occupait des valises. Ainsi, tout s'est arrangé. Les 4 voyageurs, encore une fois ensemble, continuent leur tour du monde. Le 3 décembre, à 7 heures du matin, le général Grant entre dans le port de San Francisco par la porte d'or. Phileas Fogg n'a encore ni gagné ni perdu un seul jour. Il demande tout de suite à quelle heure part le premier train pour New York. À 6 heures du soir. Il doit donc attendre toute une journée dans la capitale de la Californie. Mr. Fogg, Mrs. Aouda et Passepartout montent alors dans une voiture qui les conduit à International Hotel. Passepartout est assez étonné par ce qu'il voit. Il croyait trouver encore le San Francisco de 1849. La ville des hommes qui venaient chercher l'or, et qui, prêts à tout oser, portaient toujours une arme à leur ceinture. Mais ce beau temps est passé. En 1872, San Francisco est une grande ville de commerce, avec de larges rues et de belles avenues qui se coupent comme des lignes droites. International Hotel ressemble aux grands hôtels de Londres. La salle à manger est aussi confortable que celle du Reform Club. Après le déjeuner, Phileas Fogg sort avec Mrs. Aouda. Il va faire signer son passeport à San Francisco, comme dans toutes les autres villes où il est passé. « Est-ce que vous avez besoin de moi cet après-midi, monsieur ?» demande Passepartout à son maître. « Non. »« Ne croyez-vous pas qu'il faudrait acheter des armes ? On m'a souvent dit que les peaux-rouges arrêtaient les trains et tuaient les voyageurs. »« Je ne pense pas que ce soit utile, » répond Phileas Fogg. «
Mais je vous permets, mon garçon, d'acheter ce que vous voulez. » Mr. Fogg et Mrs. Aouda n'ont pas fait 200 pas quand, au premier coin de rue, ils rencontrent Fix. Comment? Quelle surprise! Le policier fait semblant d'être étonné. Il raconte que ses affaires l'obligent à revenir en Europe. Il ajoute qu'il serait très content de continuer son voyage avec des personnes si agréables. Mr. Fogg répond que cela lui fera aussi un très grand plaisir, et Fix, qui ne veut pas perdre son homme de vue, lui demande s'il peut rester avec eux pour visiter San Francisco. Ils arrivent ainsi dans Montgomery Street, une des rues les plus importantes de la ville. Il y a encore plus de monde que d'habitude. Sur les trottoirs, les gens sont arrêtés. Ils regardent passer des groupes d'hommes qui portent de longs et larges drapeaux. Partout on crie « Hurrah pour Monday Boy !» Mr. Fogg et Fix voudraient demander autour d'eux la cause de tout ce bruit. Mais on ne les écoute pas. Déjà, les gens commencent à se battre. Les coups de poing tombent de tous les côtés. Les drapeaux sont vite déchirés, et avec les bâtons cassés qui leur restent dans les mains, les hommes frappent à droite et à gauche. Les groupes sont poussés dans un sens, puis dans un autre, comme une mer remuée par l'orage. On crie les noms de Camerfield et de Monday Boy. Du haut des voitures, on jette toutes sortes de choses, des souliers, des bouts de bois, des pierres même. Phileas Fogg commence à avoir peur pour Mrs. Aouda. Il voudrait entrer avec elle dans une maison ou dans une boutique. Mais ils sont trop serrés par les gens et ils ne peuvent pas avancer. À un certain moment, tout près de l'endroit où ils sont, deux groupes ennemis marchent l'un contre l'autre en criant « Hurrah! Hip hip pour Monday Boy! Hurrah! Hip hip pour Camerfield !» Phileas Fogg est poussé avec force. Il veut se défendre avec ses deux armes naturelles que tout Anglais a au bout de ses deux bras. Mais ses efforts sont inutiles. Un homme à petite barbe rouge, au visage bruni par le soleil et très large d'épaules, a déjà levé son terrible poing sur Mr. Fogg. Il lui aurait fait beaucoup de mal si Fix ne s'était pas jeté sur l'Américain et n'avait pas reçu le coup à sa place. « Nous nous retrouverons !» crie Phileas Fogg à l'homme à la barbe rouge. « Si vous voulez. Votre nom ?»« Phileas Fogg. Et vous, comment vous appelez-vous ?»« Stump Proctor. » Quand les gens sont passés, Mr. Fogg aide Fix à se relever et le remercie. « J'ai fait seulement mon devoir, » répond le policier. « Heureusement, je ne suis pas blessé. Venez avec moi, s'il vous plaît. »« Où ?»« Chez un marchand de vêtements. »« Vous avez raison. Votre manteau est déchiré, et moi, j'ai besoin d'un chapeau neuf. » 1 heure après, Mrs. Aouda et les deux hommes reviennent à International Hotel.
Là, Passepartout attend son maître avec les 6 fusils très modernes qu'il vient d'acheter. Quand il voit Fix à côté de Mr. Fogg, une ombre passe sur son front. Il ne dit rien quand même. Après le dîner, les 4 voyageurs partent avec leur paquet vers la gare. En montant dans la voiture, Phileas Fogg demande à Fix: « Vous n'avez pas revu ce Stamp Proctor ? » ?»« Non, nulle part. »« Je reviendrai en Amérique pour le retrouver. Il n'avait pas le droit de se conduire de cette façon avec nous. » Puis, il tourne la tête vers un garçon de l'hôtel qui est en train de charger les valises. « Dites-moi, mon ami, qu'est-ce qu'il y a eu cet après-midi en ville ? » ?»« On prépare une élection, monsieur, tout simplement. Les uns veulent élire Mr. Mondyboy et les autres Mr. Cammerfield. C'est sans doute une élection à un poste très important. Oh, monsieur, c'est l'élection d'un juge de paix.